Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès. Bonjour à toutes et à tous, restez à l'écoute de Canal Académie pour cette nouvelle émission d'un jour dans l'histoire. Nos fidèles auditeurs le savent, nous apprécions au cours de nos émissions, faire de l'Uchronie, l'histoire avec des si. Vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les archives de Canal Académie la communication de Jean-Claude Casanova à propos de cet exercice si particulier, très à la mode chez nos voisins d'outre-Manche. What if, comme disent les Anglais, que se serait-il passé dans notre histoire si tel ou tel événement n'avait pas eu lieu, si tel ou tel accident n'avait pas bouleversé le sens de l'histoire? L'histoire, d'ailleurs, a-t-elle un sens? Vaste question à laquelle nous ne saurions répondre aisément. Quoi qu'il en soit, l'Uchronie reste un exercice intellectuel riche parce qu'il permet précisément de voir que l'homme politique possède le pouvoir de changer les choses. Exercice intellectuel riche ensuite parce qu'il oblige sûrement à imaginer les possibles, et la politique n'est-elle pas l'art des possibles? Exercice intellectuel riche enfin parce qu'il suppose une vaste culture et surtout une connaissance approfondie de l'histoire, de la force et de la faiblesse des pouvoirs, de la force et de la faiblesse des peuples et des civilisations. Je vous propose au cours de cette émission de découvrir un ouvrage qui veut donner précisément un sens à notre histoire et tout particulièrement à l'histoire de France. Un ouvrage qui tente de déceler les moments où les destins basculent dans un sens ou dans un autre, tant il est vrai que l'histoire est faite de causes et de conséquences, parfois de constantes ou de nécessités, rarement de hasard. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste, éditorialiste au Figaro Magazine, chroniqueur et critique sur plusieurs médias audiovisuels, RTL, iTélé, France 2. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages remarqués. Et vous venez de publier un ouvrage intitulé Mélancolie française. Il s'agit d'une coédition Fayard de Noël. C'est un ouvrage que je qualifierais d'inattendu puisque jusqu'à présent, la plupart de vos ouvrages s'inscrivaient dans une actualité. Le féminisme, Jacques Chirac, Balladur. Or, ce livre est d'abord un livre d'histoire. Et on sent qu'il s'agit d'un livre d'histoire longuement réfléchi, longuement travaillé, très riche par ses références. Quand avez-vous décidé, Éric Zemmour, de vous lancer dans cet ouvrage que je qualifierais de très personnel? Écoutez, moi je suis un amateur d'histoire au sens où j'aime l'histoire depuis que je suis enfant. J'adore ça, je lis et les vrais livres d'histoire si j'ose dire et les romans historiques. Je suis un fan d'Alexandre Dumas depuis mon enfance et je passe tout le temps de l'histoire très sérieuse, vous voyez, aux romans historiques. Depuis tout petit, j'en suis fou et c'est ça qui m'intéresse. C'est comme ça que je suis venu à la politique, si j'ose dire, au journalisme politique. C'est parce que j'aimais l'histoire. C'est pour ça que je suis venu à la littérature aussi, parce que je suis rentré comme ça par les livres d'histoire, par les romans historiques, etc. Et petit à petit, j'ai adoré les Mémoires de Saint-Simon, enfin, j'en parlerai tout à l'heure, etc. Et ce livre, en fait, ça faisait longtemps que je réfléchis, depuis toujours. En fait, dans mon précédent roman, le narrateur, qui ne me ressemble pas pour des tas de raisons, qui s'appelait Petit Frère, mon roman, le narrateur passe son temps à marcher dans Paris et, comme Paris est un livre d'histoire permanent, à dire, mais là, il s'est passé ça, mais en fait, il aurait pu se passer ça, et à refaire l'histoire comme ça sans cesse. Et ça me ressemble beaucoup. J'ai toujours fait comme ça. Je traverse les rues de Paris et je refais l'histoire. Et il y a à peu près 3 ans maintenant, j'avais un déjeuner avec Anthony Rollet, qui est, vous savez, un éditeur assez connu sur la place de Paris, et je lui expliquais, on discutait comme ça, à bâton rompu, et je lui disais, mais en fait, pour moi, tout le destin de la France était de refaire l'Empire romain, dans les frontières de la Gaule romaine, ce qui n'est pas rien, mais de refaire l'Empire romain et de donner la paix romaine à l'Europe, et c'est parce que cette destinée manifeste, vous savez, comme disent les Américains, ce destin a échoué, que la France est malheureuse, que la France est mélancolique. Et Anthony me dit, ça ferait une formidable idée de livre, et c'est parti comme ça. Alors vous parlez de mélancolie, nous allons revenir bien évidemment à votre thèse. C'est un fait à signaler, c'est vous qui avez choisi le titre du livre. Ah oui, c'est un fait à signaler, vous avez raison, parce que d'habitude, je suis pas très doué pour trouver les titres. Oui, puis en général, les éditeurs dire. imposent le titre. Ouais. Et là, oui, c'est moi qui ai trouvé Mélancolie française. C'est un livre très personnel, je le disais tout à l'heure. Il y a ce titre d'abord, et vous avez
aussi écrit que vous dédiez ce livre à vos enfants parce que, dites-vous, je suis inquiet pour leur avenir. Et il y a enfin cette dédicace à votre épouse. C'est vraiment vous, ce bouquin. Ah, bien sûr, ça c'est sûr. Bah, c'est normal, je crois que tous les livres sont personnels en même temps. C'est rien d'original, hein. Non, mais c'est vrai. Il y a Après des tout. ouvrages de commande. Ah oui, d'accord, oui. Mais vous savez, même un ouvrage de commande, on peut se le réapproprier. Moi, je ne suis pas du tout hostile à la commande, au papier de commande, au livre de commande. Je trouve qu'on peut se le personnaliser quand même. Après, on se met dedans. Et là, effectivement, vous avez raison, c'est pas du tout un livre de commande. Mais en même temps, vous voyez, moi, j'aurais pas songé à en faire un livre. Il a fallu que l'éditeur me pousse à faire ce livre. C'est une idée que j'avais comme ça et je ne l'ai pas présentée comme une idée de livre. Alors, très peu de livres d'histoire s'inscrivent à la fois dans le passé, le présent et l'avenir. Vous raisonnez, Éric Zemmour, sur le temps long, ce qui est une chose rare en histoire. On n'ose pas s'aventurer sur le temps long. C'est peut-être parce que je ne suis pas un historien professionnel et donc je me permets des privautés, j'allais dire, des audaces par ignorance, par innocence plutôt. Comme je ne suis pas un historien professionnel, je n'ai pas les contraintes des historiens professionnels et donc c'est plus un essai historique que, vous voyez, un livre d'historien. Moi, au contraire, ma base, ce ne sont pas les archives, comme les historiens professionnels, ce sont justement leurs travaux d'historiens. J'ai lu des dizaines et des dizaines, je pense que vous l'avez remarqué, d'ouvrages d'historiens, et j'en ai fait mon miel en essayant de croiser les sources et d'après de développer ma thèse. Pensez-vous, Éric Zemmour, que l'histoire est aussi là pour éclairer le présent et tenter de prévoir l'avenir? C'est la phrase de Comte que vous devez connaître, savoir pour prévoir afin de pourvoir. Écoutez, je crois, en tout cas, que même les historiens professionnels n'écrivent pas l'histoire indépendamment du contexte de l'époque dans laquelle ils vivent. Ça, j'en suis convaincu. Chaque époque a ses historiens. Exactement. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense que les historiens répondent à travers l'histoire aux questions que se pose l'époque. Donc, c'est pour ça que je me suis permis ça, c'est-à-dire que quand au départ, je vous ai donné le thème du livre, du départ, et petit à petit, s'est imposé à moi la projection vers l'avenir. C'est-à-dire que j'avais l'impression que la thèse du livre portait aussi l'avenir et l'ultime chapitre dans lequel je me projette en 2030, 2040, 2050. On me dit parfois, pour écrire le dernier chapitre, tu as écrit tout le livre. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'idée d'origine, la France romaine, l'Empire romain comme destin français, qui m'amène au dernier chapitre qui est la chute de Rome. Alors, il est très difficile de classer votre ouvrage. Nous en discutions juste avant l'émission. Quand je l'ai lu, j'ai pensé quasi immédiatement à la fameuse histoire de deux peuples de Bainville. Bainville est comme vous, un journaliste. Bainville n'est pas un historien. Il prend des dizaines et des dizaines d'historiens. Bainville est un passionné de lecture comme vous. Or, Bainville, lui, s'intéresse aux faits allemands. Et c'est une réflexion géopolitique et on peut même dire géostratégique. Est-ce que vous considérez votre ouvrage comme un ouvrage de géopolitique? Écoutez, vous ne pouvez pas me rendre plus grand hommage en me comparant à Bainville. Je suis très flatté parce que c'est exactement ce que je voulais. Je suis très admiratif, moi, de Bainville, l'histoire de France de Bainville, du livre que vous avez cité, du Napoléon de Bainville, qui est tout à fait remarquable. Que vous citez d'ailleurs. Absolument. Je pense effectivement que, si vous voulez, d'ailleurs, Bainville, vous voyez, c'est exactement ce qu'on disait il y a 2 minutes. Il répond aux questions que se pose l'époque, c'est-à-dire l'Allemagne. Alors, moi, évidemment, je ne me pose plus cette question. En tout cas, je ne me la pose plus de la même façon, puisque je vis 80 ans après. Aujourd'hui, on se pose d'autres questions. Et du coup, on apprécie le rapport à l'Allemagne, je crois, différemment. C'est pour ça que j'explique, moi, vu à travers la thèse de René Girard du désir mimétique, que l'Allemagne, en fait, à l'époque de Bainville, est vue comme le grand rival, alors qu'en fait, c'est, selon moi, et selon la thèse de René Girard du désir mimétique, le meilleur élève de la France. C'est parce que la France n'a pas pu atteindre son objectif ultime, qui était d'unifier le continent ouest-européen et de donner la paix romaine à l'Europe, qu'à partir du 1815, ce pays qui n'aurait jamais dû exister, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'Allemagne nous remplace dans le rôle que nous devions jouer. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Bainville, il y a cet affrontement terrible entre la France et l'Allemagne, parce que l'Allemagne, en fait, nous imite, nous admire tellement qu'elle veut nous remplacer. Oui, c'est toute la thèse du désir mimétique de René Girard. Et qu'à l'époque, ils ne le comprennent pas, évidemment, parce qu'ils sont dans un affrontement terrible. Mais nous, avec le recul, on voit bien que l'Allemagne a cherché simplement à faire ce qu'on n'avait pas pu faire.
Mais ce qu'il y a d'intéressant justement dans votre ouvrage, c'est que oui, au fond, votre ouvrage, c'est un livre de géopolitique, parce que la place de l'Angleterre y est importante, mais au-delà de la géopolitique, il y a la psychologie des peuples. Et alors la psychologie, vous m'aviez beaucoup marqué avec votre livre L'homme qui ne s'aimait pas, et cet ouvrage donc, qui décrit la psychologie du président de la République, l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Et là, cette psychologie, elle est aussi très présente. Mais je suis d'accord, je pense effectivement, géopolitique, vous avez raison, parce que je crois montrer que tout notre destin se joue dans le conflit, le vieux conflit, à l'origine de la géopolitique au 19e siècle, je cite Ratzel, etc., entre le combat, le vieux combat entre la mer et la terre, entre Rome et Carthage. Cette fois-ci, c'est le Carthage anglais qui va gagner et qui va détruire Rome. Nous allons y venir. Voilà, c'est l'inverse. Et la psychologie, parce que je crois beaucoup, moi, aux psychologies collectives. Je me trompe peut-être, c'est pas scientifique ce que je vous dis, mais j'ai le sentiment qu'il y a un inconscient collectif qui travaille les peuples et qui les fait agir d'une certaine façon et qui les fait accoucher d'une certaine histoire. Revenons à la thèse de votre ouvrage. Dès les premières lignes de votre ouvrage, vous dites que la France, c'est l'Europe, c'est à la fois son bonheur, mais à la fois son malheur. Oui, exactement. Je pense que la France, c'est toute l'Europe. C'est-à-dire que je décris un peu les paysages. Géographiquement, nous concentrons dans notre territoire toutes les formes de paysages, de climat européen. Et nous sommes le seul pays à la fois maritime et terrestre. Nous sommes donc, l'Angleterre n'est que maritime, l'Allemagne n'est que terrestre. Nous sommes donc en permanence à nous poser la question de quelle politique voulons-nous. Est-ce qu'on veut une politique maritime, et donc aller au large, les colonies, etc. Ou est-ce qu'on veut une politique continentale, c'est-à-dire l'unification du continent. Et cette richesse, parce que c'est une richesse, c'est extraordinaire, va en même temps, je crois, être notre drame, c'est-à-dire que nous hésiterons toujours entre les deux stratégies, nous essayerons de cumuler les deux, et je crois que c'est cet excès de richesse, cet excès de talent que nous allons perdre, que nous allons nous y perdre. Et je pense par exemple, le problème avec notre marine. La plupart du temps, nous avons une marine très médiocre. Il y a des périodes d'exception, à l'époque de Colbert, à l'époque de Louis XVI, où nous avons une marine exceptionnelle qui rivalise avec la marine modèle anglaise, et nous avons des périodes où ça nous coûte très cher de ne pas avoir de marine. Napoléon, je le raconte longuement parce que j'ai découvert ça pour la préparation de ce livre dans un ouvrage tout à fait passionnant sur Trafalgar et sur les conséquences de Trafalgar, avait tiré les leçons de Trafalgar. Il préparait, vous avez lu le livre, il préparait une revanche mais terrible. C'est-à-dire que dans toute l'Europe, il avait organisé des ports un peu partout de toute l'Europe et une marine qui sortait de terre, si j'ose dire, ou qui sortait de mer, pour prendre sa revanche sur Trafalgar. Parce qu'il avait très bien compris, comme l'expliquera magnifiquement Bainville, que vous citiez tout à l'heure dans son Napoléon, que... Austerlitz, c'est toujours à recommencer. Exactement. À partir du moment où on perd Trafalgar, à partir du moment où les Anglais peuvent soutenir une guerre de 100 ans, Austerlitz est à recommencer tous les ans. Et même pour cet Alexandre des temps modernes qui était Napoléon, ce n'était pas possible. Et il le savait mieux que personne. Il savait très bien qu'il vieillissait. Il savait très bien que les guerres causaient un stress inouï qui le faisait vieillir de façon qu'il était malade. Il savait très bien qu'il ne tiendrait pas. Quand on sait ça, on comprend beaucoup de choses. Mais alors, je reviens quand même aux origines, aux premières pages de votre ouvrage, où tout commence au fond par ces 4 siècles de paix romaine, et vous nous expliquez que cette paix romaine va devenir une sorte d'idéal, à la fois pour les chefs francs, puis ensuite pour les carolingiens, et finalement pour les capétiens eux-mêmes. Je crois, oui, vous parliez de l'inconscient et de la psychologie, je crois que ces 4 siècles de paix romaine sont dans l'inconscient de toute l'Europe, et en particulier dans l'inconscient français. On n'a jamais eu une période aussi longue de paix, et notre quête, ça sera de la retrouver. Et de la retrouver donc par l'Empire, par l'unification du continent, par la paix romaine. L'expression est emblématique. Il faut donner la paix romaine à l'Europe. Cette expression parle d'elle-même, si vous voulez. Et donc la France, et donc, vous avez raison, les premiers rois de France, les premiers mérovingiens, les premiers carolingiens, les capétiens après, vont... En fait, ce que j'explique, c'est que vous avez vu, ce sont les juristes venus du Sud. C'est Louis Madelin qui explique ça très bien dans son Histoire du consulat et de l'Empire. Les juristes venus du sud de la France, qui étaient marqués par l'impérium romain, par la culture romaine, n'ont eu de cesse que le roi Tlay au départ d'Île-de-France, adopta les règles romaines et devint le nouvel empereur romain. Et au début, évidemment, ça paraissait ridicule, parce que ce roi Tlay, il gouvernait un petit territoire grotesque autour de l'Île-de-France, et petit à petit, ça a pris consistance. Mais comment, avant de nous retrouver après une pause, comment définir cet héritage romain? C'est uniquement la question romaine, ou est-ce que on peut parler
avec le temps d'une civilisation française dans la tradition romaine. Je cite un historien russe qui Klutchevski. est tout à fait remarquable et qui dit comment s'est constituée la France par l'acquisition des éléments culturels de la Rome antique, c'est-à-dire le latin, c'est-à-dire aussi l'urbanisme, les places, l'architecture romaine. Et je trouve cette idée absolument géniale. Je pense que nous sommes effectivement, c'est là d'où vient d'ailleurs l'exception culturelle, on en reparlera plus tard. Je pense que nous sommes romanisés par la culture. C'est-à-dire qu'il y a une phrase de Maurras comme ça qui dit « Si la France est notre nom de nation, Rome est notre nom de civilisation ». C'est assez bien résumé. Et je crois que nous avons à cœur de rassembler la nation à la civilisation. Éric Zemmour, nous nous retrouvons dans un instant. 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde de Berlin à Pékin. C'est le titre de l'ouvrage de Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il dresse une analyse de l'évolution des relations internationales, 20 ans de transition pour comprendre les fondements du siècle qui s'ouvre. 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde, de Berlin à Pékin, une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie. Nous entamons la deuxième partie de cette émission. Je reçois Éric Zemmour, journaliste, auteur du livre Mélancolie française, paru chez Fayard de Noël. Nous en étions, Éric Zemmour, à la définition de cet héritage romain. Or, la façon dont vous le présentez, on sent plus qu'une trace, la présence de la culture. Et vous dites que la France a fait un choix gramscien de ce révolutionnaire Gramsci qui affirmait au XIXe siècle que la victoire politique passait par la conquête culturelle des esprits. La France est à la fois un État et une culture. Il me semble, je vous dis, j'ai cité tout à l'heure cet historien russe que je trouvais passionnant, qui dit exactement ce que je sentais confusément, c'est-à-dire que la France s'est constituée en s'appropriant les codes culturels de la Rome antique. Et d'où, à chaque fois, ces renaissances en prenant fondement sur l'héritage gréco-romain. C'est le fameux vers de Corneille, « Si vous n'êtes pas romain, soyez digne de l'être ». Et je pense que c'est, à chaque fois, on revient à cet héritage. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que la France est profondément un pays culturel. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne comprend pas sa fameuse exception culturelle qui est si décriée aujourd'hui, si ridiculisée, sans cela. C'est-à-dire que pour nous, la culture est l'élément constitutif de la nation. Alors, il y a un paradoxe, malgré tout, dans votre propos. J'ai dit un paradoxe, pas une contradiction, puisque la France veut s'identifier à cet idéal romain, qui était un idéal reposant sur l'armée. On sait quel est le rôle de l'armée dans la construction de l'Empire et dans la chute de l'Empire romain. Mais la France prend, et vous le soulignez d'ailleurs, c'est là où est le paradoxe, la France prend des attributs pacifiques. Les lys, quand les autres couronnes européennes prennent sur leur blason des léopards ou bien des lions. Et surtout, le projet capétien, vous le voyez, laisse du temps au temps. Vous reprenez la fameuse expression mitterrandienne. Ouais. Alors écoutez, vous avez raison de dire que c'est un paradoxe et pas une contradiction, parce que je crois que ce n'est pas du tout une contradiction. Puisque ce que je veux dire, c'est que dans l'inconscient collectif européen, et en particulier français, Rome, c'est la paix. Ce n'est pas la guerre, c'est la paix romaine. Alors, pour arriver à la paix, il faut faire la guerre. Ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, la France ne reprend pas seulement les éléments militaires de Rome. Elle reprend le christianisme, Constantin. Dès Clovis se compare à Constantin, ça commence vite quand même, alors que c'est un petit roitelet ridicule. Il se compare déjà à un des derniers grands empereurs romains, Constantin, mais parce que c'est le premier empereur chrétien. Deuxièmement, donc le catholicisme, l'armée évidemment, mais pas seulement, les codes. C'est-à-dire qu'on francise par la langue française, comme les Romains francisés par le latin, et par les codes, par le code juridique, par l'égalité, par l'administration. Vous voyez, on ne francise pas par le commerce, on francise par les routes. C'est très romain. On fait des routes, on arrive, on fait des routes. On impose le code juridique écrit, et non pas oral. Vous voyez, tout ça, c'est Rome. On fait des monuments, on fait des places, avec des théâtres, des petites places à la romaine, etc. L'architecture, c'est encore Rome. Vous voyez, on organise partout où on avance selon les critères romains. La romanité a pris le dessus sur la germanité ?
D'ailleurs, c'était la grande polémique au XVIIIe siècle. Jacques de Saint-Victor, dans son livre Les racines de la liberté, nous explique ça très bien. Toute la querelle au XVIIIe, quand les philosophes, en particulier des Lumières comme Montesquieu, etc., expliquent que la liberté vient des forêts de Franconie, je crois, de Germanie en clair, et que la monarchie absolue a bridé cet élan de liberté qui venait des conquérants francs. Bon. Et Saint-Victor nous explique très bien que la monarchie, après un temps de déstabilisation, s'est appuyée justement sur l'héritage romain pour dire non, en fait, nous sommes Rome. Nous ne sommes pas les héritiers des Francs, etc. Et qu'elle ne l'a pas fait avec assez de force, parce que justement, c'était ça son seul atout, c'est de dire la monarchie, pardonnez-moi la plaisanterie, mais c'est la République, c'est-à-dire la res publica. La monarchie, c'est justement l'imposition de l'État et de la chose publique aux conquérants un peu prédateurs et qui prétendaient être les parangons des libertés. Mais cette France du haut Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge, c'est une France qui laisse du temps au temps, qui est frileuse, qui reste humble. Or, elle veut appliquer cet idéal romain. Est-ce qu'elle n'est pas trop humble à votre goût ? Moi, je crois qu'elle n'est pas frileuse et humble. Vous savez, c'est quand même en France qu'on invente le style gothique des cathédrales. C'est pas vraiment humble, hein. Ces tours qui montent au ciel comme ça, c'est tout sauf humble, hein. Ils sont pas humbles, simplement, à l'époque encore, je crois que le grand fédérateur reste le christianisme et la personne du roi. Ça reste ça. Ça viendra, si vous voulez, la notion territoriale, impériale, viendra après. Pour l'instant, il est trop faible pour, entre guillemets, la ramener. Pour l'instant, il a conscience de sa faiblesse. Mais c'est quand même en France qu'on décide les croisades. Comme truc humble, il y a mieux. Vraiment, non, c'est pas une monarchie humble. La France du XIIIe siècle, elle est surdelle et dominatrice, pour paraphraser un mot célèbre. Bon, après, elle s'effondre. Mais, vous voyez, donc c'est pas humble, c'est simplement, ils font en rapport avec leur puissance. Et puis à l'époque, c'est toute ma querelle avec mes amis, c'est marrant d'ailleurs, avec mes amis républicains ou maurassiens d'ailleurs, parce qu'en l'occurrence, ils sont la même chose. Toute la thèse de ces deux traditions, c'est de dire la France invente la nation contre l'Empire. Vous savez, c'est ces vieilles thèses des républicains et des maurassiens. Moi, je crois que si elle invente, entre guillemets, la nation, c'est uniquement parce qu'elle est trop faible et qu'elle doit combattre, qu'elle doit trouver des armes pour abattre l'empire qu'elle combat, qui est l'empire des Habsbourg, et qu'elle veut remplacer. Mais est-ce qu'il y a vraiment cette envie ? Est-ce que ce rêve romain vaut pour la France dite moderne ? Bien, disons, allez, des rois de Philippe Auguste. Alors, je sais bien, c'est absolument pas l'époque moderne. Je termine ma question. Oui. La fameuse bataille de Bouvines dont vous parlez à Louis XIII. Alors, François Ier, oui, il se rêve empereur. Certes, Mais le oui, roi est il va empereur. en Italie. Oui, le roi est empereur en son royaume. Mais justement, cette affirmation politique s'inscrit contre l'Empire lui-même et contre le Saint-Empire romain germanique. J'ai commencé à vous répondre. C'est-à-dire que je pense que pour abattre le Saint-Empire romain germanique, alors qu'ils n'avaient pas encore la puissance qu'ils auront au XVIIe siècle, les rois français vont se faire renards. Voilà, c'est la stratégie de Louis XI. Mais il y a des signes quand même. Enfin, moi, je les vois comme des signes. Philippe, on l'appelle Auguste. C'est pas rien. François Ier, il attaque l'Italie du Nord. Et vous l'avez rappelé, il combat Charles Quint pour être empereur du Saint-Empire romain germanique. Il perd à quelques voix, je crois. Et c'est uniquement les banquiers fuguaires qui achètent les voix pour le faire perdre. Là, on est loin de la thèse de Madame Kriegel, qui pense que la France n'a jamais voulu l'Empire, etc. Moi, ça me fait doucement rigoler quand même, là, quand le type, le roi de France veut être le patron du Saint-Empire romain germanique. Si on détestait l'Empire, bon, il ne le ferait pas. Ensuite, j'ai regardé dans le Louis XIII de Petit-Fils, c'est absolument passionnant. Louis XIII est impérialiste avant l'heure. C'est pas Saint-Louis, hein. Il s'accroche à tout ce qu'il prend. Il est plus dur que Richelieu. Vraiment, Petit-Fils nous le démontre admirablement. C'est lui le vrai impérieux, et c'est vrai le vrai conquérant. Beaucoup plus que Richelieu qui, du coup, rallie un peu. C'est drôle cette vision-là. On l'avait jamais étudiée comme ça. C'est très intéressant. Mais ça prouve qu'il y a une certaine continuité monarchique. Et ce que je montre, alors là, ce que j'ai bien trouvé dans plusieurs livres d'histoire, c'est que en permanence, les rois de France ont été combattus à l'intérieur de la cour elle-même par une ligne pacifiste, sans faire d'anachronisme, par une ligne d'unité chrétienne, de soumission à l'Empire des Habsbourg, autour le plus souvent d'ailleurs des régentes et des grands. Ça m'a passionné de découvrir ça au fur et à mesure de mes lectures, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les rois ont dû combattre ce tropisme pacifiste qui voulait que la France cédât à l'Empire au nom de l'unité de la chrétienté. Et vous avez vu, je fais un saut, un double salto périlleux jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai le sentiment que la nouvelle religion
Des droits de l'homme. des droits de l'homme, la ROC, comme l'appelle Régis Debray, et le nouveau christianisme qui a le même objet, c'est-à-dire soumettre la France à l'Empire. Et on le voit bien, aujourd'hui, c'est par les droits de l'homme, par l'humanitarisme, que la France est revenue petit à petit, Bosnie, Kosovo, Afghanistan, elle est revenue dans le giron de l'OTAN et donc de la famille occidentale, comme dit notre président. C'est exactement, si on me permet, c'est ma position de journaliste qui me permet ça, de jouer comme ça avec les époques, je crois que c'est assez évocateur. Alors, il y a un point géopolitique précisément qui est très important dans votre ouvrage et je n'avais personnellement pas vu ce parallélisme. Vous mettez en avant les fameux traités de Westphalie, donc nous sommes en 1648, travail de Mazarin, et vous le mettez en miroir, en opposition avec la date de 1651 qui est l'acte de naissance de la thalassocratique britannique, en fait. Vous parlez de l'acte de navigation des Anglais en 1641, il faut expliquer ce que c'est. C'est le fait pour les Anglais d'interdire que tout le commerce maritime qui allait en Angleterre et qui partait d'Angleterre se fasse en dehors des bateaux anglais. C'est donc un acte de protectionnisme inouï, un acte de guerre en fait d'ailleurs. Ça provoquera une guerre avec les autres grands marins que sont les Hollandais et qui perdront cette guerre. Et je pense qu'il y a là une concomitance inouïe. Il y a 1648, l'apothéose de la puissance, française romanisée. C'est-à-dire que là, vraiment, la France donne la paix romaine à l'Europe. C'est-à-dire qu'elle abat, vous parliez des Habsbourg, ça y est, depuis Rocroi en 1643, les Espagnols, les Habsbourg sont terminés. La France va pouvoir enfin prendre leur place et donner la paix romaine à l'Europe. Et 3 ans plus tard, les Anglais, par un coup de force inouï, change complètement la donne. C'est-à-dire que à la puissance continentale qu'a choisi d'être la France, ils répondent par la mondialisation, par la mer et par le commerce et par la marine. Et on voit bien tout de suite les 2 pôles de puissance du monde qui arrivent, entre la puissance maritime et la puissance terrestre. C'est pour ça que vous parlez de géostratégie, évidemment. Et on voit cet affrontement naît en quelques années. Je trouve ça fascinant. La France pouvait-elle se contenter de cette puissance continentale ? Est-ce que c'était sa vocation finalement d'être maritime ? Oui, on a des façades maritimes de partout. Et Colbert et Louis XIV n'ont pas voulu céder. Et ils ont voulu être aussi une puissance maritime. Ils ont eu des colonies extraordinaires. La Louisiane, le Canada, une partie du Canada, une partie de l'Inde. C'était extraordinaire ce qu'ils avaient. Et je pense qu'en fait, c'est ce qu'on a dit en préambule de l'émission. Notre destin, c'était d'être à la fois maritime et terrestre, au risque de succomber. C'était ça notre destin. Et c'est drôle ce que vous dites parce que 2 siècles plus tard, Bismarck fera le choix exactement inverse. C'est-à-dire qu'il acceptera de se contenter de la puissance continentale. Et du coup, les Anglais le laisseront tranquille. Pendant 20 ans, on vivra l'apothéose de la puissance germanique, mais dans son cadre restreint continental. À partir du moment où Bismarck disparu, les Allemands voudront reprendre le flambeau français, alors vraiment, c'est-à-dire d'être à la fois continental et maritime, et ben ça nous mènera à la guerre 14. Mais juste après l'évocation de 1648 et de cette date de 1651, vous parlez d'une forme de renoncement, la vocation française au profit de l'Angleterre. Non, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu, à partir de 1680, la France est trop puissante et l'Angleterre, qui a fait sa révolution politique, qui a fait sa révolution économique, qui va devenir de plus en plus forte, a décidé de faire la guerre à la France pour abattre la puissance française. Et va commencer une véritable guerre de 100 ans. Quelques historiens parlent d'une nouvelle guerre de 100 ans d'ailleurs, je n'invente pas la formule, qui va partir de 1680 à 1815 et qui aura 7 guerres entre la France et l'Angleterre. Si vous voulez, je pense qu'il y a là une volonté délibérée de l'establishment anglais d'abattre le seul rival français. Et ce que je dis, c'est que en 1715, juste après le traité d'Utrecht de 1713, la puissance anglaise est sur orbite et la puissance française est déclinante. Et les 2 derniers rois, Louis XV et Louis XVI, sont les malheureux gérants de ce déclin. En particulier Louis XV, puisque la guerre de 7 ans se finit par le tragique traité de Paris en 1763. Vous reprenez les thèses d'Albert Sorel, à ne pas confondre avec Georges Sorel, sur la politique désastreuse. Mais Sorel est quand même plus nuancé. Sorel pense qu'au départ, le renversement des alliances est une bonne chose et que l'alliance est détournée en fait de son objectif et qu'elle met en avant cette puissance anglaise. Mais vous aurez d'un autre côté un Bainville qui vous dira la politique de la France, c'est une politique qui vise précisément à contrer une puissance qui, elle, grandit, la Prusse. Mais je ne dis pas que la politique de renversement des alliances était stupide. D'ailleurs, Louis XIV l'avait préparé dans son testament.
Donc non, je ne dis pas ça du tout. Je dis simplement que malheureusement, le sort des armes s'est retourné contre nous. Et que donc à partir de ce moment-là, on a permis aux deux puissances protestantes montantes, l'Angleterre et la Prusse, de continuer leur progression et de changer. C'est toujours ma même obsession. C'est-à-dire que le XVIIIe siècle est le moment où les règles qui régissaient l'Europe depuis des siècles sont en train d'être chamboulées. Et que, si vous voulez, par la mer, l'Angleterre mondialise. Et par la terre, la Prusse s'agrandit et la Russie s'agrandit. C'est-à-dire que le mastodonte français, comme disait le général de Gaulle, de 1648, mastodonte démographique et territorial, petit à petit n'est plus un mastodonte. Et, si vous voulez, l'échelle est en train de changer. Mais est-ce que, je me permets une parenthèse et vous reprenez la question du renversement des alliances, est-ce que 1648, pour vous, au fond, c'est un âge d'or ? C'est l'âge d'or français, bien sûr, c'est sûr. Louis XIV s'appuie sur cette victoire magnifique, militaro-diplomatique. Mais, ce que je vous dis, c'est que très vite, 51 et après, les données qui ont permis cet âge d'or sont en train de changer. C'est-à-dire que, et c'est là, je trouve que c'est un paradoxe, alors là, extraordinaire, c'est-à-dire que le mythe français, mythe au sens de mythe fondateur, le mythe français du retour à l'Empire romain, devient la condition sine qua non de son adaptation à l'échelle des temps qui arrivent. Je veux dire par là que le territoire de la France de Louis XIV, qui est un mastodonte, pour reprendre l'expression du général de Gaulle, en 1680, en 1750, déjà, ce n'est plus un mastodonte. Et avec ce qui se prépare, c'est-à-dire la mondialisation anglaise, l'extension territoriale des Prussiens et des Russes, ça va devenir ridicule, ce territoire. Donc, ce que je veux dire, c'est que les guerres de la Révolution et de l'Empire, qui sont vues comme des guerres de conquête, et dont on se moque un peu aujourd'hui en disant mais qu'est-ce que c'est que cette mégalomanie, etc. En fait, c'était la dernière chance de la France d'arriver à l'échelle des temps qui arrivaient. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'échelle des nations-continents. En fait, avec l'Empire de 1810, qui est, on en parlera peut-être, quasiment la même chose que l'Europe des Six. Ceci explique cela, d'après moi. On avait une dimension continentale qui nous permettait d'être à la hauteur des mastodontes, pour reprendre l'expression, du XXe siècle et du XXIe siècle. C'est ça, d'après moi, que Napoléon comprend par, par éclair, parce que je pense qu'il n'a rien compris au début. C'est toujours sa thèse, on avance et on voit. Je pense qu'il n'a rien compris au début. Et qu'il voit quand il dit, vous savez, sa fameuse phrase, qu'on ne comprend pas d'ailleurs, les États-Unis et la Russie seront les géants des siècles qui viennent. Je pense que là, il a compris quelque chose. Et c'est ce que, vous avez vu la phrase de Paul Valéry que je cite, qui dit « Napoléon a vu des choses en voyant, en poète, et puis après, on n'a plus rien compris ». Vous voyez, je pense que même lui, il n'a pas tout compris, si j'ose dire. C'est ce que dit Stendhal très bien. Éric Zemmour, nous nous retrouvons dans un instant. Nous entamons la dernière partie de cette émission. Je reçois Éric Zemmour, journaliste, auteur du livre « Mélancolie française » paru chez Fayard et De Noël. Nous sommes dans ce XVIIIe siècle et au commencement du XIXe siècle. Et il y a une chose qui est très intéressante dans votre ouvrage. On parle beaucoup de la continuité. On sait que la Révolution n'est pas une coupure depuis Tocqueville, depuis Sorel. Et ce qu'il y a de paradoxal, c'est cette appropriation par la Révolution française d'un dessein, d'une destinée, c'est ce que vous dites, que la monarchie, finalement, aurait abandonné. Moi, ce qui me frappe, c'est que... Et je rebondis sur votre propos de tout à l'heure. Est-ce que la Révolution n'a pas voulu se donner une seconde chance européenne ? Non, d'après moi, Tocqueville nous explique très bien, on le sait tous, que la Révolution, sur le plan intérieur, a été la continuité en fait de l'Ancien Régime et a fini le travail de l'Ancien Régime. De centralisation, on connaît tout ça, d'égalisation des situations, etc. Eh bien, moi, je crois que sur le plan de la politique étrangère, c'est la même chose. C'est-à-dire que la Révolution et l'Empire, c'est
la façon que la France a trouvée d'essayer de finir le boulot inachevé par les rois et qu'ils avaient largement entamé. Mais que, avec les 2 derniers monarques, on avait reculé. Je pense que, je fais une comparaison peut-être hasardeuse, c'est-à-dire que je pense que c'est comme au poker, la France a fait tapis avec les guerres de la Révolution et de l'Empire, c'est-à-dire qu'elle a joué toutes ses cartes d'un coup pour essayer dans un effort ultime et désespéré et magnifique et héroïque de reprendre la main sur son destin romain, vous voyez, qui était en train de lui échapper. Parce que au XVIIIe siècle, l'Angleterre invente ce que nos diplomates et nos historiens d'aujourd'hui ont complètement entériné, c'est ça qui me frappe, mais c'est pas étonnant, c'est-à-dire le fameux équilibre européen. On présente aujourd'hui l'équilibre européen comme un modèle de paix pour la France, etc. Mais c'est faux. C'est un modèle pour l'Angleterre. Balance of power. Exactement. C'est pour permettre à l'Angleterre de mondialiser tout à loisir et d'imposer aux nains européens sa politique. Tout le problème de la France était justement de sortir de cet équilibre européen qui était funeste et qu'on présente aujourd'hui comme un parangon de vertu. Vous voyez, c'est très frappant. Donc je pense que la Révolution et l'Empire, pour le dire autrement, je pense qu'à partir du moment où les conventionnels, en 93, 94, ont compris l'impasse de leur modèle politique, économique et social, il ne leur restait qu'une chose, c'était la grandeur de la France et cet aboutissement, cet achèvement du rêve millénaire français. Je pense que c'est pour ça qu'ils soutiennent Napoléon quasiment jusqu'au bout. Mais est-ce qu'on ne va pas vous accuser de bellicisme ? Ouais, de nationalisme, vous savez, on m'accuse tellement de choses, je suis plus à ça près. Non, j'essaye de décrypter une histoire de France. Je crois que, de toute façon, l'histoire de la France, c'est faite par la guerre. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt et de dire que, vous voyez, ça s'est fait par l'exportation de nos écrivains. Ça s'est fait par la guerre. C'est évident. C'est tellement évident. Alors, précisément, il y a un épisode guerrier qui est un échec français, c'est la défaite de Sedan. Or, j'ai été étonné de vous voir réhabiliter la politique étrangère de Napoléon III. Mais oui, alors je le fais délibérément. C'est-à-dire que je pense que Napoléon III a été un des derniers, pas le dernier, parce que Clémenceau a compris ça, De Gaulle a compris ça, évidemment, mais a été un des derniers de tenter de reprendre en plus cet héritage. Oui, je pense qu'à chaque fois, on le reprend. Et de tenter de retrouver cette masse territoriale nécessaire au temps qui venait. Oui, je pense ça. Je pense que c'est pour ça qu'il a voulu diviser l'Allemagne en 3, pour se garder, encore une fois, la rive gauche du Rhin et pour avoir un allié bavarois indépendant. C'est pour ça qu'il a essayé de récupérer le Luxembourg. C'est pour ça qu'il a essayé de récupérer la Belgique. C'est pour ça qu'il a essayé de récupérer le nord de l'Italie. Vous voyez, tout ça, et qu'il a pris des petits bouts. C'est pour ça même, parce qu'il a vu que, en fait, notre vrai adversaire, le vrai successeur de l'Angleterre et les États-Unis, qu'il a essayé de profiter de la guerre de sécession pour monter une espèce de royaume catholique au sud des États-Unis, en pensant même reconnaître les États confédérés du Sud pour diviser les États-Unis en 2 à la manière de Richelieu avec l'Allemagne. Vous voyez, et je pense que c'est pas pour rien que les Anglais l'ont lâché. Parce que vous savez, au début, il a cette prudence, parce qu'il a évidemment vu l'histoire tragique de son oncle, d'essayer de se mettre bien avec les Anglais. Et donc de leur donner, ce qui est le plus important pour les Anglais, le libre-échange, pour permettre aux Anglais de nous inonder de leurs produits. Et donc pendant 15 ans, les Anglais le laissent tranquille, contrairement à ce qu'ils avaient fait avec son oncle. Mais à partir du moment où les Anglais le voient reconstituer en fait une espèce de politique impériale à la romaine, évidemment, ils finissent par le lâcher et ils le laissent tout seul face à la puissance prussienne, bismarckienne, qui évidemment ne pense, elle, qu'à nous remplacer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais Napoléon III a malgré tout sous-estimé la force prussienne. Napoléon III, je crois, a été victime de son libéralisme parlementaire. Il était malade en 1869 et surtout, comme il était dans une stratégie, on le sait tous, de libéralisation de son régime, c'est le Parlement qui l'a empêché de faire, vous savez, quand il voulait faire sa loi militaire pour remettre la conscription, pour parler vite, c'est ça. Et c'est le Parlement qui est, avec une forte minorité républicaine, parce que les républicains avaient été élus en masse dans les élections précédentes, qui l'en a empêché. Parce que, alors là, on repart sur une autre discussion, la gauche, depuis, je dirais, Benjamin Constant et Madame de Staël sous Napoléon Ier, est fascinée par l'Allemagne. Et donc les républicains, en 1868, pensent qu'il n'y a pas de danger du côté de l'Allemagne. Ce sont eux qui ne voient pas le danger, encore plus que Napoléon III.
Alors, bon, il y a encore tellement de choses à voir dans votre ouvrage. Je voudrais tout de même m'arrêter sur le cas Pétain. C'est étonnant de voir que l'essentiel des critiques de votre ouvrage ont porté sur le dernier chapitre. À mon avis, il n'y a que celui-ci qui a été lu. Pourtant, je trouve votre chapitre sur Pétain beaucoup plus osé, disons-le, que le dernier chapitre. Vous opposez le Pétain de 17 et celui de 1940. Rien que de très classique, mais vous vous demandez si ce n'est pas le deuxième qui a eu raison. C'est-à-dire que je me demande si surtout le criminel, c'est pas le premier, contrairement à ce qu'on prétend d'habitude. Et vous avez tout à fait raison, je pense qu'il n'est pas lu. Seul le dernier chapitre est lu, c'est ça le problème. Et moi, je m'attendais à des polémiques sur ce cas Pétain. Je ne cherche pas d'ailleurs la réhabilitation de Pétain en 40. Je pense que Montoire a été une tâche indélébile sur sa mémoire. Mais j'essaye d'analyser l'histoire de l'armistice. Uniquement l'armistice. C'est l'armistice qui m'intéresse. L'armistice qui a été, par exemple, analysé très finement et de façon très équanime par Raymond Aron lui-même, qui dit très bien que l'armistice était plaidable. Et que j'essaye de mettre en perspective... Les Anglais l'ont vu à un moment. Ils l'ont Exactement, envisagé. les Anglais l'ont vu. Et surtout, ils ont bien compris, Churchill l'a dit en 1944, que ça avait arrêté Hitler au pire moment, au meilleur moment, si j'ose dire. C'est-à-dire le moment où il était le plus fort et où il aurait pu foncer sur la Méditerranée. Ce n'était pas initialement ses projets. Il visait quand même l'Angleterre. Mais il aurait pu changer d'avis. Il aurait pu foncer sur la Méditerranée. Et là, les Anglais et les Américains auraient eu beaucoup plus de mal à l'en déloger. Ce que je veux dire par là, c'est que on loue toujours Pétain de 17, qui attend les Américains. Et on le vitupère d'avoir fait la même chose en 40, c'est-à-dire attendre les Américains. En 40, il croit qu'il recommence 17. Il croit qu'il va avoir un temps d'adaptation, de repos, pour que la France reprenne son souffle, et qu'elle pourra, avec l'appui des Américains, combattre de nouveau les Allemands. Il ne comprend pas que les temps ont radicalement changé et qu'Hitler n'est pas Guillaume II. Mais en 17, ce qu'on ne dit jamais, en 17, on dit toujours, il est formidable, il a arrêté la boucherie, il a économisé le sang des soldats, certes. Les offensives de 17 étaient très coûteuses en vie humaine, c'est évident. Mais elles n'étaient pas moins que les défenses héroïques de 14 sur la Marne et de 16 à Verdun. Malheureusement, cette guerre était une boucherie de bout en bout. Donc ça, et surtout, en arrêtant les hostilités, il a permis à l'Allemagne de tenir le front russe au moment de la Révolution et ensuite de s'en dégager, de liquider la résistance italienne, de les écraser à Caporetto et de se mettre, et eux, d'attaquer de nouveau, de retrouver l'offensive qui a failli nous mettre complètement à plat. Ce que je veux dire par là, c'est que notre drame en 17, et ce sera la conséquence, ça sera 40, c'est qu'on n'a pas pu gagner tout seul. Et qu'on avait peut-être, c'est encore de l'Uchronie, mais on avait peut-être une petite chance de gagner tout seul. En tout cas, Foch le croyait, Mangin le croyait. Ils n'étaient pas les plus mal placés. Et qu'à partir du moment où on a dû gagner avec les Américains, ça nous a empêchés en 18, aux grandes dames de Clémenceau, de reconquérir, vous allez dire que je suis obsessionnel, ma rive gauche du Rhin, je dis exprès ma rive gauche du Rhin évidemment, ma rive gauche du Rhin et tous les territoires qui nous permettaient de nouveau de nous imposer à l'Europe. Oui, c'est toujours la même chose. Et Clémenceau va réclamer ça. Et Clémenceau va être rejeté par les Américains vigoureusement, et les Anglais. Alors, parallèlement à Pétain, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans cette lecture. Il s'agit d'une phrase, là, pour le coup, de politique intérieure. Vous dites « Le vrai clivage politique qui éclaire l'histoire de la France du XXe siècle n'est pas entre la droite et la gauche, mais entre la guerre et la paix, entre la nation et l'empire. » Si vous voulez, je pense qu'à partir du moment où la France, depuis Waterloo, n'a plus les moyens militaires, démographiques, économiques d'imposer l'Empire et la paix romaine à l'Europe, les élites françaises, vous vous souvenez, ce que je vous avais dit depuis Philippe le Bel qui poursuivent cet objectif-là, les élites françaises n'ont pas renoncé à cet objectif, mais elles ont renoncé à la France comme arme. Et donc, elles se cherchent en permanence un empire de remplacement. Et donc, elles se cherchent en permanence un maître. Ça sera l'Allemagne, c'est la phrase de Drieux-La Rochelle. « Que nous est notre patrie, nous qui avons rêvé d'empire ?» Cette phrase est absolument édifiante. Ce sera donc les gens comme Drieux-La Rochelle, au nom de la paix romaine, au nom de la paix, après 18. C'est ce qui entraînera toute une partie de la gauche, très majoritaire, chez Pétain, et voilà, dans la collaboration. Et alors que beaucoup d'actions françaises seront dans la résistance et à Londres. Donc vous voyez, le paradoxe est incroyable. Mais on ne peut le comprendre que par le pacifisme, que par la paix romaine, et que par cette analyse, je crois, que je fais. Et après, ça n'arrêtera plus. C'est-à-dire que les élites continueront à se chercher un maître pour avoir un fédérateur romain. Ça sera les États-Unis, ça sera l'URSS pour les communistes, et ça sera l'Europe aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'explique, moi,
et vous allez voir, j'ai la suite dans les idées quand même. C'est comme ça que j'explique, moi, le parcours qu'on peut croire chaotique de gens comme Kouchner, comme Glucksmann, vous voyez, qui sont passés de l'extrême gauche communiste pro-soviétique à aujourd'hui quasiment les néoconservateurs américains. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à travers la nouvelle religion des droits de l'homme, ils passent d'un maître à l'autre parce que leur seul véritable fondement de leur ligne politique, c'est l'empire. Alors, nous arrivons, Éric Zemmour, peu à peu au terme de cette émission. La France, dites-vous, a voulu remplacer Rome, mais au fond, est-ce que ce n'était pas une illusion, je dirais même une forme d'idéalisme, un manque de réalisme? Ah, j'allais vous dire oui quand vous m'avez dit une forme d'idéalisme. Je ne vous dirais pas une forme d'irréalisme. Je crois non que c'était très réaliste. Je crois sincèrement, mais d'ailleurs, moi je ne suis pas sur une thèse de défend Villepin, etc. Je pense par exemple que l'Empire de 1810 était tout à fait viable, à quelques détails près. Je pense que les fautes, c'est ailleurs, c'est l'Espagne, vous voyez, c'est pas la constitution. D'ailleurs, il n'y a pas de révolte dans l'Empire lui-même. J'en donne comme exemple l'Europe des Six. Ça me frappe beaucoup, le marché commun, l'Europe des Six, où le général de Gaulle trône en souverain, où d'ailleurs il est brocardé comme Louis XIV. Dans les dessins de la presse anglaise et de la presse allemande, on le dessine sous les traits de Louis XIV ou de Napoléon avec le soleil d'Austerlitz. C'est pas un hasard. Vous voyez, c'est exactement, quasiment les mêmes contours géographiques. Donc là, il y a une unité du catholicisme, une unité du code civil, qui reprend d'ailleurs le code romain écrit. Vous voyez, il y a tous les éléments architecturaux. Vous vous baladez, vous êtes toujours dans les mêmes territoires, vous avez les mêmes paysages, les mêmes villes, les mêmes théâtres, les mêmes places, etc. Non, je crois vraiment qu'il y avait une unité, qu'on était en train de franciser tout ce territoire par la langue et par la culture, j'ai expliqué ça tout à l'heure, et que ce n'était pas du tout irréaliste. Simplement, nous avons été confrontés à une autre logique, qui est celle qui n'est pas du tout méprisable, qui est très respectable, qui est tout à fait légitime, qui est la logique de la mondialisation anglo, puis plus tard américaine, mais par la mer. C'est le sempiternel affrontement de l'histoire et de la géostratégie. Voilà, c'est tout, on a perdu. C'est comme au foot, vous savez, quand on perd un match, c'est pas pour autant qu'on était moins bon. Alors, vous écrivez aujourd'hui, nous ne parlons plus de l'âme de la France, il n'y a plus de corps. Je me souviens d'un colloque qui avait été organisé par la Fondation Singer-Polignac sur ce qui va disparaître. Donc, il parlait de la politesse, de la confession, etc. Est-ce que vous pensez, Éric Zemmour, que la France va disparaître ou que la France a disparu? En tous les cas, la conception française telle que vous la présentez là. Alors là, il y a deux questions. La première, si vous me permettez, un point historique qui va vous éclairer. Cette expression « l'âme de la France », elle naît sous la plume de François Mauriac en 43-44. J'ai retrouvé ces textes-là récemment dans ses articles, etc. Et pourquoi ? Il répond justement, vous allez voir, à Drieux de La Rochelle, qui justement dit que nous est notre patrie, à nous qui avons rêvé d'empire. C'est-à-dire, en gros, la thèse de Drieux de La Rochelle, c'est nous sommes trop petits pour le monde qui vient, donc il faut se mettre dans un empire, et on n'a plus les moyens, et ben ça fait rien, on va avec les Allemands. Et Mauriac répond, Mauriac dit « Oui, on est trop petit, on n'a plus les moyens, etc. Mais il faut sauver l'âme de la France. » Et l'âme de la France se perd avec les nazis. Vous voyez, cette querelle, c'est pas rien. Elle est fondatrice. Mais ce que je pense, c'est que Mauriac dit ça, et le même Mauriac, en 1945, quand en février 1945, je crois, c'est Yalta, écrit un papier pour dire, pour la première fois, le siège de Talleyrand, de Chateaubriand, était vide, et ça veut dire à quel point on est maintenant méprisé par nos alliés comme jamais nous n'avons été méprisés par nos pires adversaires. Donc, vous comprenez ? Donc c'est le même Mauriac qui invente l'âme de la France. Par ailleurs, il dit la France est le Christ. Mais le Christ, il meurt sur la croix. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a cette connotation christique. Et l'âme de la France, ça vient de là. La plupart des gens qui utilisent cette expression l'ont oublié. Et ça s'oppose à ce corps qui n'a plus la taille d'affronter les géants d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que le général de Gaulle, qui est imprégné de ça, essaye d'utiliser l'Europe des Six pour refaire la France, vous voyez, à l'échelle des temps qui viennent. Mais l'Europe sera dévoilée. Je laisse nos éditeurs à votre ouvrage. Il y a malgré tout, au final, une mélancolie française. C'est le titre de votre ouvrage. Est-ce que votre mélancolie, Éric Zemmour, est stoïque ? J'essaye. C'est difficile. Je suis plus mélancolique que stoïque. J'ai du mal. Mais bon, j'essaye de m'endurcir. Mais c'est difficile. Et quelle est la place de la petite fille Espérance ? J'en ai peu. C'est très difficile, je suis assez désespéré et assez pessimiste. Bon, en même temps, j'essaye de... Je pense effectivement, je suis très triste de voir... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place.
J'ai du mal à répondre à votre question, mais je suis assez pessimiste. C'est peut-être mon tempérament aussi. Eh bien, c'est sur ce mot de pessimisme, je suis désolé Éric Zemmour, que nous allons nous quitter. Je rappelle les références de votre ouvrage, Mélancolie française, Éric Zemmour, paru chez Fayard et De Noël. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.